Le match dans le match reçoit une figure de l'athlétisme français, champion du monde du 400 et en 97 à Athènes, recordman d'Europe de la spécialité pendant 24 ans. Stéphane Diagana est notre invité aujourd'hui. Bonjour Stéphane, Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation, c'est un plaisir. Stéphane, les Jeux de Paris approchent à grands pas. On sait que vous êtes membre de la commission des athlètes. Quel est votre rôle exactement ? Alors la commission des athlètes, elle est présidée par Martin Fourcade. Elle réunit une petite vingtaine d'athlètes, autour de 18 athlètes, de différents sports. Et le premier rôle d'une commission des athlètes, c'est une commission qui est obligatoire en fait. Quand on a une candidature, derrière on doit mettre en place cette commission, tout simplement pour garantir la promesse qui a été faite en phase de candidature au CIO vis-à-vis de l'accueil des athlètes. Donc ça concerne vraiment en premier lieu toute l'expérience des athlètes sur les Jeux Olympiques. On travaille bien sûr sur les Jeux Paralympiques aussi. Et sur le village, sur la nourriture au village, donc l'hébergement au village, tous les services qu'il peut y avoir au village, mais aussi les transports, les sites de compétition. Donc en gros, tout ce qu'il va y avoir comme modification, et il y en a toujours, dans un processus de passage d'une phase de candidature à une phase opérationnelle et de livraison des Jeux, tout ce qui va être impacter la vie de l'athlète, normalement, on est consulté. Je dis bien normalement, il y a quelques petits... mais globalement, on est consulté et ça permet de proposer des choses et puis d'être en contact directement avec les athlètes pour les sonder sur certaines questions. Par exemple, le choix du surf entre Tahiti, qui vous prive complètement de l'expérience village olympique, mais qui vous donne des conditions exceptionnelles, ou la côte atlantique l'été avec un aléa au niveau de la vague et donc une expérience sportive pas extraordinaire, mais par contre la vie de village qui est possible. Quand on ne sait pas, on demande aux spécialistes et on a interrogé les meilleurs surfeurs français du monde et qui ont tous choisi Tahiti. Vous les sentez comment, vous, ces Jeux ? On les sent plutôt bien. Je pense que ça va être une grosse fête pour le sport français, pour le sport de manière générale, avec beaucoup de nouveautés dans ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Même pour les spectateurs, une expérience assez unique parce que beaucoup d'épreuves hors des stades, avec une très grande proximité, le long de la Seine notamment, et près du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, avec des monuments historiques qui vont servir de décor pour ces Jeux, donc qui vont donner des expériences complètement nouvelles aux athlètes, avec pour les spectateurs aussi des cadres extraordinaires. Je pense au Grand Palais pour l'escrime, je pense à l'équitation, pour le taekwondo aussi, mais à l'équitation dans les jardins du château de Versailles. Je veux dire, même si on n'est pas fan d'équitation, on a envie d'y être. J'imagine qu'il y aura beaucoup de monde. Moi, j'aime beaucoup l'équitation, mais j'imagine que ça peut être aussi une opportunité pour certains de dire je n'y serais pas allé voir, mais là, quand même, c'est à Versailles, avec un décor somptueux, donc je vais aller voir l'équitation. Sur le plan sportif, on se souvient qu'en 2012, les Britanniques avaient ramené 2 fois plus de médailles que 8 ans plus tôt à Athènes. En 2016, à Rio, les Français avaient ramené 42 médailles. Est-ce qu'on peut voir un nombre de médailles exponentiel comme ça avait été le cas avec les Britanniques, ou c'est trop compliqué de multiplier par 2 ? On sait que l'objectif fixé est de 80 médailles. Alors l'objectif fixé, je crois que c'était Laura Flessel qui avait évoqué ça. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde les forces en présence, battre le record tout temps pour l'équipe de France olympique de médailles, oui, c'est forcément à portée de main. Et il y a des signaux positifs sur pas mal de disciplines. Il y a des signaux qui le sont moins sur d'autres. On ne parlera pas d'athlétisme, mais c'est pas la seule. On a vu que le basket, même si le basket avait très bien réussi sur les Jeux Olympiques, on sait que là c'est un peu plus compliqué, mais ce qui arrive aujourd'hui, ce ne sera pas forcément ce qui arrivera l'année prochaine, que ce soit pour l'athlétisme ou pour les autres sports, donc il faut attendre. Mais plus d'une 60aine de médailles, à mon avis, ça doit être un objectif qui se situe autour de ça. Ça me paraît accessible compte tenu des forces en présence et des atouts dans certaines disciplines qui marchent très bien en France. Et puis après, ce sera la somme de celles qui marchent très bien, de celles qui marchent moins bien, qui fera le résultat de cette équipe. Lors des mondiaux d'athlètes de Budapest, une de vos analyses a beaucoup fait parler sur un problème du sport en France. La base de ce problème, vous disiez que c'était l'école. Que faut-il modifier finalement en France pour qu'on ait des sportifs en puissance ? En fait, il y a un double problème, je dirais, à l'école, et peut-être un triple, mais il y en a un qui est vraiment spécifique à l'école. On a des temps de pratique de l'EPS à l'école. Si on regarde le sport à l'école, ça c'est la première chose. C'est l'EPS, donc c'est des enseignements qui sont, c'est pas du sport, c'est de l'éducation physique et sportive. Mais si on regarde le volume d'enseignement, on est plutôt très bien placé
en Europe. Le problème, c'est que le temps effectif de pratique, au-delà du temps théorique, c'est 4 heures en 6e par exemple, mais compte tenu des infrastructures et de la façon dont on a pensé les établissements scolaires, pour certaines pratiques, parfois, il y a beaucoup de temps de déplacement et sur les 4 heures, il n'en reste pas vraiment 4 heures. Et là, on se rapproche du coup de niveaux de pratique d'autres sports où on a vraiment une plus grande proximité des équipements sportifs dans certains endroits. C'est très bien en France, mais dans d'autres, ça l'est moins. Et dans certains pays, c'est vraiment... penser ensemble. Donc, il n'y a pas de problème pour se rendre sur les équipements sportifs. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, c'est le sport et l'école, c'est-à-dire le sport associatif et l'école. Les rythmes scolaires en France, on a le record d'Europe de nombre de semaines de vacances pour les collégiens et les lycéens, et dans le primaire aussi, mais si je parle du collège ou du lycée, où c'est là que ça commence à se compliquer pour pratiquer les deux de front, sport et école dans de bonnes conditions. On a le nombre de records, on a le record de nombre de semaines de vacances, mais par contre, du coup, la contrepartie, c'est qu'on a des journées à rallonge et des semaines qui sont très chargées, qui rendent souvent incompatible la pratique du sport de 6 à 18 ans, en gros, plus précisément, si on rentre de 11 à 18 ans, collège et lycée. À un moment, on doit augmenter ses quantités d'entraînement. Et puis en plus, on a une culture de beaucoup de devoirs. Donc ça fait des journées à rallonge avec des gamins qui, à 11 ans, se lèvent parfois à 6 heures du matin pour prendre les transports scolaires et qui finissent leur journée avec les devoirs à 23 heures. Donc ça, c'est pas possible, ça dure pas. Vous en avez déjà parlé aux instances gouvernementales, personnellement ? Oui, j'ai déjà eu l'occasion. D'en parler et de signaler que la volonté actuelle d'enlever 2 semaines de vacances, elle est très bonne. Je pense que ça ne gênera pas grand monde, ni les parents qui ne savent pas comment occuper leurs enfants. Il y a des problèmes d'égalité aussi par rapport aux enfants qui ne partent pas en vacances. Donc je pense qu'elle ne gênera pas grand monde. Si derrière, cela est associé à une volonté de mettre une fin de présence obligatoire au collège ou au lycée à 16h ou à 16h30, je ne parle même pas de 14h, comme en Pologne ou en Slovénie, que j'ai cité, ou dans beaucoup de pays, en République tchèque, c'est pareil, pour avoir discuté avec des décathloniens tchèques il n'y a pas longtemps sur le Décastar, sans aller jusqu'à là, si déjà le mouvement sportif peut s'organiser, en se disant, voilà, la fin des cours obligatoires, c'est 16 heures, tous les enfants qui ont une pratique, d'ailleurs, qu'elle soit artistique ou sportive, peuvent être pris je dirais, en charge par ces structures associatives. On peut même organiser des transports pour aller les chercher, les enfants, mutualiser. Il y a aussi un enjeu de mutualisation et peut-être d'impact écologique, plutôt que d'avoir des parents qui font avec leur voiture chacun le même trajet du collège au lycée, mais à des heures différentes. Du collège au stade ou du lycée au stade, mais à des heures différentes. Et donc là, ça permettrait vraiment de pratiquer dans de bonnes conditions et donc d'avoir un réservoir plus large de jeunes athlètes qui sont entraînés à 20 ans et qui peuvent rentrer dans une perspective de pratique de haut niveau. Aujourd'hui, on fait avec les meilleurs que l'on a, mais ce sont ceux qui restent, ce sont les survivants du système. Et dans un sport comme l'athlétisme, où il y a 45 nations médaillées, si on prend une comparaison, l'escrime c'est 15, la natation ça va être une vingtaine, 20, 22 peut-être, on voit qu'avec le niveau de compétition-là, il y a 147 médailles, 45 pays, c'est un peu plus de 3 par pays. Donc si on veut prétendre à avoir 6 ou 7 médailles, il faut changer d'échelle et changer de système et qu'on ait une base d'élite plus large. C'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. On va parler de vous, Stéphane. L'athlétisme, ça a commencé comment pour vous ? Ça a commencé par la passion de courir dans les cours d'école. Voilà, dans l'école, il y a des choses positives. Bon. Voilà, on a les cours, on peut courir, mais maintenant, vous savez qu'il y a certaines écoles où on ne peut plus jouer au ballon, même si c'est un ballon mousse. Donc les gamins ont besoin de bouger. Donc l'école, ça doit être, et la course, ça doit être un endroit où on doit pouvoir se dépenser quand on reste assis 8 heures par jour. C'est le minimum que l'on doit à cette jeunesse. Et puis, donc moi, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai su qu'un jour, le sport où on courait s'appelait l'athlétisme. Et j'ai dit à mes parents, je veux pratiquer l'athlétisme. Voilà, c'est le sport que je vais découvrir. Alors j'ai fait des lancers, des courses, des sauts, mais très vite ça a été les courses et les sauts. Et puis à la fin, voilà, le 400 mètres haies au bout du parcours, en ayant essayé plein de disciplines avant. Mais pour moi, c'était pas un projet de sport de haut niveau, de compétition, de performance, de médaille. C'était d'abord une passion et qui est toujours la mienne quand je cours aujourd'hui. Le 400 haies, c'était donc votre spécialité. Est-ce que c'était la discipline que vous préfériez ? En fait, c'est un cheminement. On essaye toutes les disciplines et forcément, celle que l'on préfère,
ce sont souvent celles dans lesquelles on a un peu plus de prédisposition. Donc moi, mes prédispositions, elles étaient plutôt sur les courses et les sauts. J'aimais bien les sensations de franchissement d'obstacles. Donc j'ai fait d'abord ce qu'on appelle des haies hautes sur la ligne droite, des plus courtes distances avec des haies plus hautes. Et puis ensuite, j'ai dû m'orienter vers le 400 mètres pour les problèmes de santé, des problèmes de dos, donc je ne pouvais plus trop passer de haies. Ça s'est bien passé. Et après, j'ai voulu mettre les deux ensemble. Le 110 mètres haies, qui avait été ma première discipline en junior sur la première année, et le 400 mètres sur la deuxième, pour les raisons que j'expliquais. Et je suis venu au 400 mètres haies, comme ça. Et puis après, bon, là, quand j'ai découvert cette discipline, c'était vraiment celle que je préférais, même si j'ai couru le 400 mètres. En termes de préparation, c'est important d'être un bon coureur de 400 mètres avant tout. Et puis le relais 4x400 mètres. Quand vous étiez plus jeune, c'était qui vos idoles ? Mais en fait, comme j'ai pas commencé en athlétisme dans l'optique d'être un champion, j'ai pas été inspiré par quelqu'un que j'ai vu. Après, j'ai bien sûr les premiers grands moments de télé de l'athlétisme dont je me souviens, c'est quand je me levais la nuit pour regarder les Jeux Olympiques de Los Angeles et Carl Lewis, forcément. Donc voilà, quadruple médaillé olympique là-bas, 100 mètres, 200 mètres, 4x100 et saut en longueur. Donc ça a été quelque chose d'extraordinaire que de voir avec sa grâce. Mais ça a été après. J'avais déjà 5 ans d'athlétisme derrière moi. Et puis, une fois de plus, j'ai jamais rêvé d'être champion du monde, comme je le dis, mais c'est devenu un objectif à un moment, à force de m'entraîner, à force de progresser. À partir de quel moment vous avez senti que c'était un objectif, justement ? Alors, j'ai commencé à l'âge de 10 ans. Je suis entré à l'INSEP après mon bac. Donc, j'avais 18 ans. Et là, voilà, c'était pas encore un projet très précis. J'étais un bon junior dans la catégorie junior. J'étais pas mal, mais je suis rentré à 19 exactement, même un peu plus tard. Et donc, je savais pas encore trop ce que j'allais. Mais quand j'ai rencontré mon entraîneur, Fernand Hurtebise, un groupe de haut niveau, tous les ingrédients qui étaient réunis, j'ai progressé assez fortement. Et à l'âge de 21 ans, je me retrouve 13e mondial. L'année d'avant, j'étais plutôt 20e français et là, premier français 13e mondial, donc une forte progression. Et parce que j'ai très bien supporté les quantités d'entraînement, même si j'ai des blessures. Et à ce moment-là, je me suis dit, oui, 13e mondial à 21 ans sur une discipline qui demande de l'expérience. Tu as l'un des meilleurs coachs au monde. Tu es dans un groupe d'entraînement qui coche toutes les cases en termes d'émulation, d'exemplarité aussi, parce que j'avais des gens devant moi qui faisaient déjà du haut niveau. Et donc, de ce moment-là, je me suis dit, oui, ça doit être possible d'être champion du monde ou champion olympique un jour. Au cours de votre carrière, vous avez côtoyé évidemment de nombreux athlètes, de nombreux grands athlètes. Lequel vous a le plus impressionné ? Lequel ou laquelle ? Ça peut être une femme, évidemment. Eh ben, c'est intéressant parce que quand je suis arrivé, même si j'ai côtoyé Daniel Sangouma, Jean-Charles Troisbal, qui ont été recordman du monde du 4x100 mètres, qui avaient dépossédé Carl Lewis du record du monde du 4x100 mètres. Donc forcément, ça m'a inspiré, mais j'ai vu, c'est la première fois que je voyais des femmes sportives aussi engagées dans la pratique. En club, il y en avait peu, là où j'étais, qui s'engageaient comme je pouvais m'engager avec... mais là, ça a été vraiment, pour moi, pas une surprise, mais une découverte, je dirais. Et ça a été des sources d'inspiration. Je pense à Florence Coll, qui revenait des Jeux de Séoul quand je suis arrivé, et qui a été 5e aux Jeux Olympiques sur 100 mètres haies, tout en étant en études de médecine. Et puis à Laurence Billy, qui avait le record de France du 100 mètres à un moment, 11,04. Voilà, une femme qui court à cette vitesse-là, c'est pas courant. Et puis surtout, au-delà c'est surtout leur engagement dans la pratique, leur sérieux, ça a été pour moi des modèles. Ouais. Parmi vos concurrents directs, notamment sur la fin de votre carrière, il y a eu Félix Sanchez. Dès que vous parlez de lui, il y a beaucoup de respect. Ça prouve qu'on peut être concurrent et proche. Oui, avec tous mes adversaires, moi j'ai toujours eu des relations à partir du moment où ce sont des adversaires qui respectent les règles du jeu, en tout point. Même s'ils vont plus vite que moi, c'est une source d'inspiration pour faire mieux, ou au moins aussi bien, et pourquoi pas faire mieux. Donc je me dis tout le temps, c'est leur niveau d'excellence quotidienne qui les a amenés à ce niveau-là. Moi, j'essaye d'avoir la même pratique au quotidien. Et je me dis, c'est une chance que d'avoir des adversaires parce que ça vous oblige à aller chercher plus loin en vous-même. Et au-delà du résultat derrière, cette démarche-là, elle sera bénéfique toute votre vie, d'avoir un niveau d'exigence toujours plus relevé. Et vous pouvez l'avoir si vous avez un niveau de compétition, un niveau d'adversité toujours plus relevé.
Donc voilà, bien sûr, du respect pour Félix Sanchez, pour Samuel Matete avant, au début de ma carrière, avec qui j'avais de très bonnes relations, et pour d'autres, et pour bien d'autres athlètes. Je pense que le sport, on doit le vivre comme ça, on est fortement adversaires sur la piste, mais après tout, on partage la même passion, et une passion, c'est fait pour rassembler. Donc voilà, j'ai toujours vécu de cette façon-là le sport, et ça ne m'a pas empêché d'être farouchement adversaire avec eux, mais derrière, voilà, on se serre la main, et puis ça reste un jeu, même s'il y a beaucoup d'enjeux. C'est quoi le plus grand souvenir de votre carrière ? C'est difficile d'en sortir un, mais forcément, le titre mondial à Athènes en 97, il symbolise tellement de choses, tellement de travail derrière, des choix aussi, des choix de fidélité à mon entraîneur, de fidélité à une méthode. Ça montre à quel point le travail, quand il est réfléchi, quand il est dense, aussi en termes de quantité, quand on sait s'entourer, quand on sait faire confiance, peut amener à de grandes choses, parce qu'une fois de plus, je n'étais pas un surdoué, et je sais ce que je dois au travail, tant sur sa dimension qualitative, dans la réflexion, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mon entraîneur, dans l'entourage que j'ai pu mettre autour, parce que c'est jamais une performance individuelle, c'est toujours une performance collective. Je sais voilà, la puissance du travail, et ça, je le garde au quotidien, dans d'autres domaines, et avec les mêmes ingrédients. Savoir s'entourer, savoir faire confiance aussi, savoir questionner, savoir chercher des gens autour de soi qui sont capables de se questionner. Ça, c'est indispensable pour aller vers la performance, et à mon avis, ça vaut dans beaucoup de domaines. Il y a une histoire entre vous et les Jeux. Ça commence bien avec une très belle 5e place à Barcelone. Même 4e, au pied du podium. Ah pardon, ouais, 4e. Ouais. Derrière des forfaits à Atlanta, Sydney puis Athènes. C'est un regret de ne pas être monté sur la boîte olympique ? Alors si on le divise, c'est bien sûr, c'est un regret, mais c'est, je dirais, voilà, ça s'arrête là, c'est pas un traumatisme non plus. Je le dis souvent, il y a à peu près 7 milliards de personnes sur la Terre qui ne sont pas champions olympiques, qui vivent très bien. Alors c'est vrai que j'ai essayé, mais j'ai pas de regret profond dans le sens, dans le sens où j'ai vraiment mis le maximum de chances de mon côté. Il y a des choses qu'on n'a pas maîtrisées, mais on ne maîtrise pas tout dans le sport. On est sur du vivant, et pourquoi je me suis blessé à des endroits différents à chaque fois ces années olympiques. Est-ce que j'ai voulu en faire trop inconsciemment ? Si c'est inconscient, je ne peux pas vous donner la réponse. Mais objectivement, quand je regarde les charges d'entraînement qu'on ne pouvait pas mesurer aussi précisément que maintenant avec tous les outils qu'on a pour le faire, elles étaient semblables à celles que je mettais en œuvre d'habitude. Donc voilà, je ne peux pas dire que c'est la faute à pas de chance, parce que forcément, ça ne peut pas être un hasard complet, mais je ne suis pas capable aujourd'hui de dire qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça ces années-là. Vous vous êtes rapidement reconverti comme consultant. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette activité ? Ce qui me plaît, c'est que c'était une occasion pour moi, déjà juste après, de rester au contact de ce milieu-là que j'aime passionnément, et de partager cette passion différemment, de la faire comprendre au public. Donc j'ai eu 2 propositions, une de Canal+ à l'époque et une de France Télévisions. J'ai choisi de travailler avec France Télévisions, notamment parce que on s'adressait à un public plus large, plus néophyte, et ça m'intéressait de dire c'est ce public-là que j'ai envie d'aller chercher. Pédagogique. Voilà, c'est ce public-là que j'ai envie, pas un public qui est déjà conquis à la cause de l'athlétisme, voilà, mais acquis à cette discipline, mais quelqu'un qui regarde ça un peu avec distance. J'ai envie de l'embarquer, de l'emmener avec moi et de lui dire voilà, l'athlétisme c'est formidable pour telle et telle raison. Et il y a plein de raisons. Il y a les histoires, bien sûr, ça c'est plus le rôle du journaliste, les histoires et les parcours de vie, mais il y a aussi plein de choses, de science derrière, à mettre en avant, qui peuvent passionner, et j'ai des retours dans ce sens-là qui me disent tiens, oui, je comprends mieux pourquoi la perche ceci, pourquoi le lancer du javelot ceci, et en fait c'est passionnant. Voilà, donc ça c'était un des éléments, et puis bien sûr il y a le côté coulisses, dire un peu ce qui se passe derrière, ce qui peut se passer dans la tête d'un athlète, ce qu'il a vécu, son parcours dans l'année, au-delà de la dimension journalistique, pour pouvoir mieux comprendre les performances et les contre-performances. Parmi les athlètes que vous commentez, il y a Karsten Warholm qui vous a dépossédé de votre record d'Europe du 400 qui a tenu 24 ans. Voilà. Ça vous avez fait quoi à l'époque de le voir battre ce record qui a tenu pendant près d'un quart de siècle ? Alors oui, il m'a dépossédé du record d'Europe, il en a fait un record du monde maintenant, haut perché, très haut perché. Vous pensez que c'était possible de passer sous les 46 ? Alors, quand il a battu mon record d'Europe, il l'a battu, si je ne me trompe pas, la première fois de 4 centièmes, 47,33 pour 47,37.
Et ce que j'ai dit, c'est il ne va pas s'arrêter là et vous allez m'appeler souvent pour savoir ce que je pense de Karsten Warholm. Et c'est un peu ce qui s'est passé parce qu'il l'a battu à de nombreuses reprises et on en est à moins de 46. C'est le seul homme à avoir couru moins de 46 secondes au 400 haies. Quand il a couru, ça a été une déflagration dans le stade olympique. J'ai regardé le chrono. Parfois, vous savez, il y a des problèmes d'affichage sur les chronos. Il s'arrête trop tard donc, parce que la cellule ne déclenche pas ou il s'arrête trop tôt. Et là, j'ai vu le temps 45-94. Je suis plutôt posé, je n'ai pas l'habitude de hurler, mais là, on m'a dit que tu as hurlé, mais parce que pour moi, c'était juste impensable. Donc, quand il a battu mon record pour la première fois, je me suis dit, c'est quelqu'un qui courra moins de 47, oui. Mais déjà, moins de 47, il y en avait qu'un qui l'avait fait, c'était 46-78. Aujourd'hui, c'est 45-94. Alors, il faut remettre aussi dans le contexte, les 46-78 de Kevin Young à Barcelone, dans la course où je m'étais classé 4e, c'était avec des pointes qui ressemblaient plus à des babouches à l'époque qu'à des vraies pointes aujourd'hui. Donc, il ne faut pas enlever le mérite de cette génération, de ce qui réalise, que ce soit Karsten Warholm, que ce soit Dos Santos ou que ce soit Ray Benjamin. Mais aujourd'hui, on gagne probablement 8 dixièmes avec ses pointes. Donc, malgré tout, il aurait battu le record du monde. 7-8 dixièmes, il aurait sans doute battu le record du monde, mais pas autant que ça. Mais c'est une nouvelle ère. Moi, ça ne me pose pas de problème. Les perches ont évolué. On sautait avec des perches métalliques et forcément, on ne sautait pas aussi haut que Mondo Duplantis aujourd'hui, avec les perches que l'on a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas enlever le mérite, mais ce qui est important, c'est surtout que l'ensemble des athlètes puissent accéder aux mêmes pointes. Et il y a eu des prototypes à un moment qui ne sont pas... Et je trouve ça dommage, que ce soit pour le 400 mètres et pour toutes les disciplines, qu'on arrive dans une situation où on serait avec un avantage technologique dans un sport comme l'athlétisme qui normalement est très accessible, un avantage technologique auquel certains auront accès et d'autres non. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été notre invité. On vous souhaite plein de bonnes choses évidemment pour cette année qui s'annonce chargée, je pense. Merci, ouais, pas mal d'actu autour des Jeux bien sûr et d'activités autour des Jeux. Un immense merci et merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est la météo avec TV Monaco.